C'est parti, je traînais dans un bar à Argentière, où il y avait quand même des phénomènes assez curieux, notamment le barman. Le boulanger était en face, qui n'arrêtait pas de traverser la rue. Et je me suis dit, ces gens-là, j'aimerais aller en montagne avec eux. Mais le faire vraiment, ça me paraissait assez dangereux, vu ce qu'ils consommaient. Et donc j'imaginais une histoire où je partais en montagne avec ces gens-là, et eux ils partent avec leur matériel, c'est-à-dire beaucoup de boissons, beaucoup à manger. C'est l'ascension de la face nord d'Ego d'une manière assez gastronomique. Est-ce que vous nous entendez je pense qu'avec la fenêtre ouverte, il faut qu'on ferme les fenêtres. On est désolé, on va être dans un sauna, mais sinon on n'entend rien. Mais vous pouvez brancher les ventilateurs si vous avez. Ah non, il ne veut pas David, ça y est, fait la tête. Sinon je peux prendre une autre chaise si je voulais. On va ouvrir là peut-être. Ouais. Voilà, là ça le fait. Ouais, je pense que c'est mieux. Et donc juste oui, pour finir avec ça, je me suis dit, je vais écrire une petite fantaisie. À l'époque, je faisais surtout des articles pour des magazines comme Vertical, Montaigne Magazine. Et je me suis dit, je vais essayer de faire un petit roman qui raconte donc cette ascension un peu farfelue, improbable. Et j'avais fait qu'un petit tirage à 1000 exemplaires, que j'avais fait imprimer à Chamonix, et c'était juste destiné aux gens du haut de la vallée qui connaissaient les gens. Et ça me paraissait être le seul intérêt. Et puis Michel Guérin, qui est là, qui a quitté en 2007, il m'a dit, ben, moi ça m'intéresse, il venait juste d'ouvrir sa maison d'édition, et c'est lui qui a vraiment lancé le port de la mer de glace dans la collection rouge, et qui a connu, c'est vrai, un bon succès, parce que c'est pas, pour un livre de montagne, il n'y a pas d'exploit, c'en est un quand même, vu ce qui trimballe, il n'y a pas d'exploit, il n'y a pas de drame. C'est pas des personnages, des alpinistes connus. Moi, en tant qu'auteur, j'étais totalement inconnu. Et c'est un bouquin qui a cartonné parce qu'il présentait une image de la montagne complètement différente et qui était à la limite peut-être plus proche de celle que les gens, la plupart des temps, vivaient quand ils allaient faire de leur randonnée, avec faire un bon casse-croûte au bord d'un lac, quelque chose comme ça. C'est une montagne plus conviviale que j'ai essayé de décrire et qui a plu. C'est la montagne que t'aimes en fait. C'est la montagne que j'aime. Ouais. Ben, je vais juste lire l'introduction du port de la mer de glace pour situer l'ambiance pour ceux qui ne connaissent pas au cas où. Le bar s'appelait le port de la mer de glace. C'était d'ailleurs ce nom qui m'avait attiré comme un clin d'œil. Un nom original pour une fois, à 2 pas de la capitale mondiale de l'alpinisme. Toute dévouée au tourisme et où les enseignes commerciales se contentent le plus souvent d'évoquer la beauté des cimes. Bar des glaciers, café des marmottes, brasserie des alpages. Échappons à la tradition, le port de la mer de glace, si l'on peut dire, n'est pas un long bateau. L'endroit était vide, hormis un petit gars aux cheveux crépus, accoudé au zinc côté client. Ça avait l'air d'être le patron qui lisait le journal et qui n'avait pas accordé la moindre attention à mon arrivée. « C'est possible d'avoir un petit blanc ?» Silence. « Pas que ça à foutre !» Le ton ne supportait pas la réplique et je m'apprêtais à sortir lorsque j'entendis dans mon dos « Ordinaire ou Savoie ?» Le petit homme à cheveux crépus avait extrait son nez du journal et me regardait l'air en colère. On aurait dit Charlot avec des lunettes, mais sans moustache. « Alors, Savoie ?» Satisfait de ma réponse, il retomba dans sa lecture. La bouteille, c'est dans le frigo et il y a 2 verres sur l'évier. Un peu décontenancé, je passais derrière le bar où tremblait un frigidaire moyenâgeux. Une bouteille de roussette à moitié entamée y attendait son heure. Je servis de mon mieux 2 verres sur le comptoir. « On fait pas dans le prêt-à-porter ici. Je suis pas à la veille de vous embaucher comme barman si vous laissez des faux cols pareils. » Le patron attrapa avec fureur la bouteille de blanc et compléta les 2 ballons à ras-bord. « Santé !» Il leva son verre, il descendit cul sec et replongea dans son journal. Femme de gendarme, au pluriel et en 6 lettres. Ça vous dit quelque chose? C'était l'heure des mots fléchés. Inspiré par l'ambiance marine des lieux, j'avançais sans réfléchir une réponse pleine de délicatesse. Morue. Cela n'eut pas l'air de choquer mon interlocuteur. Cela n'eut pas l'air de choquer mon interlocuteur. J'y ai pensé, mais ça va pas, il y a un A en 2e lettre. Le barman cherchait à haute voix dans les mêmes registres affectueux. Salope, ça fait une lettre de trop. Garce, hasardai-je gentiment. Ah, c'est pas con ça. Son regard s'était éclairé, il inscrivit les 6 lettres assassines sur la grille et passa derrière le bar.
ça s'arrose. Voilà, c'est l'ambiance. C'est vrai que ça se passait comme ça. Ah ouais. Avec le boulanger qui avait la particularité d'arriver à toujours mettre 2 lettres par case dans les... ce qui était bien pratique dans les mots fléchés. Et combien d'exemplaires? Et on en est à 30 000 exemplaires, ce qui est beaucoup hein, pour vraiment un sujet. Les radios et autres, on avait parlé. C'est pour cette raison que je l'avais acheté. Qui ça, pardon? Les radios. Les radios, oui. Ça fait grand bruit. Les radios, J'avais eu, d'ailleurs, autre surprise, j'avais été lauréat du festival du premier roman avec un gros truc à Chambéry. Il y a juste une petite aparté sur le festival du premier roman. J'avais été donc avec Michel Guérin, c'était une histoire assez... Au début, c'est que des gens sérieux. C'est-à-dire qu'il y a des comités de lecture, surtout de la région Rhône-Alpes, un peu plus large même, et qui reçoivent tous les premiers romans de l'année, et qui les sélectionnent. Et à la fin, à partir de tous ces comités de lecture, il faut une sélection de 10-12 auteurs, et on est invité donc à Chambéry pour rencontrer ces comités de lecture, et puis passer 4-5 jours sympas là-bas. Et moi, ce qui m'avait surpris, c'est que les comités de lecture qui m'avaient choisi, il y en avait un, c'était un bar, bon, jusque-là ça allait. Après, il y avait la prison de longue durée d'Éton. Et puis l'hôpital psychiatrique de Bassin. Donc il faut se méfier parce que si vous lisez un livre, vous risquez de finir soit alcoolique, soit en prison, soit zinzin. Voir les trois à la fois pour les plus assidus. Tu peux raconter la petite anecdote quand même avec le juge là, qui t'a écrit il n'y a pas si longtemps. C'est une longue histoire. Juste, ouais, en fait, quand on est parti sur le festival du premier roman, c'est pas mal, c'est une histoire assez sympa. Il y avait des gens sérieux, quoi. Il y avait Denis Lachaud, des auteurs qui sont devenus très connus par la suite, une dizaine d'auteurs. Au début, c'était assez sérieux quand même, l'ambiance. Heureusement, avec Michel Guérin, on a réussi tout doucement à les dévergonder. Ça a fini tous au bar. Moi, il m'a demandé mes références littéraires, j'avais dit le Club des 5 et le Guide Michelin. Ça avait changé un petit peu l'ambiance. Et à la fin, parce qu'on avait bien réussi à les dévergonder, on était tous les soirs en Java. Le dernier soir, on s'est retrouvés chez le président du festival, les quelques survivants de l'apéro qui avait duré quelque chose comme 9 ou 10 heures. Et puis parmi les lauréats, il y avait un gars que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Daniel Stilinovic, qui est connu pour une histoire beaucoup plus sérieuse. Il était procureur de la République dans l'affaire des disparus de Lyon. Et il avait été d'ailleurs, comment on dit, défroqué, non c'est pas ça, pour les procureurs. Destitué. Et c'était un procureur assez particulier, il avait des Santiago, il était habillé un petit peu comme Ricky Banlieue avec des bandes dessinées, avec les roues flaquettes et tout, un en cuir, en rocker plutôt, en rocker. Et puis à 4 h du matin, il dit « Ouais, moi j'ai faim, qu'est-ce que c'est ce cirque? Je ferais bien une omelette. » Il va dans le frigo, il y a que 2 œufs qui se battent en duel. On était donc chez le président du festival. Et il dit « Ouais, Potard, Guérin, venez, on va chercher des œufs. » À 4 h du matin à Chambéry. Et nous voilà partis. Et donc le mieux, c'est d'aller faire l'arrière-boutique des boulangeries. Ils sont ouverts et puis ils doivent avoir des œufs. Première boulangerie, il dit à Michel « Allez, vas-y, c'est toi qui te débrouilles. » Michel ressort bredouille, et c'était pris à la limite un coup de pied au cul. Deuxième boulangerie, même cas pour moi, il dit « Vous êtes des branleurs, je m'en occupe maintenant. » On a retrouvé une arrière-boutique des boulangeries, il a rentré là-dedans, il a donné un grand coup de Santiago, il a sorti sa carte, Daniel Stilinovic, procureur de la République, contre un contrôle sanitaire, 22. Contrôle sanitaire. Et on a réussi à avoir 2 douzaines d'œufs. Et il t'a écrit il n'y a pas longtemps, il t'a reçu les chaises. Oui, il y a un petit ouvrage par exemple. Enfin bon, tout ça pour vous donner l'ambiance du port de la mer de glace, et puis l'ambiance festive et avinée des soirées liées au livre, quoi. Hein? Mais après, tout d'un coup, tu es à... où, là? Je vais t'emmener quand même... je sais pas si tu as envie, hein. On peut Ah encore rester dans le port. C'est bien. Bon, dans le port, je vais pas lire les portraits de tous les protagonistes, Non. je vais lire juste le préambule là de... Parfait. Hein, ça te va? Ouais. Donc 20 ans après, j'ai pris la décision
mes personnages me manquaient du Port de la Mer de Glace, d'imaginer une suite. Alors, je lis le préambule. Dans l'intérêt du lecteur et le mien par la même occasion, je l'invite à se procurer le Port de la Mer de Glace. Pour les plus démunis, en voici les principaux acteurs. Val-Misère, hameau oublié en hameau de Chamonix. Le Port de la Mer de Glace, unique bar de ce hameau, tenu par un breton, décoré de filets de pêche garnis de crustacés, de plans en coupe de bateau et de la maquette en 40e d'un 3-mâts. Gérard, dit l'amiral, le breton en question, petit maigrichon à lunettes, fin stratège de comptoir, les vannes toujours grandes ouvertes, liquide comme verbal. Fernando, dit le Porthos, portugais de Béziers, officiant dans la boulangerie en face. Homme pragmatique au franc-parler, la blague aussi légère que sa pâtisserie pure beurre. Toby, son chien, dit la serpillière pour la qualité de son poil. La bévote, pure locale, visage rond, expression lunaire, soif légendaire, connue pour ses apparitions. Maurice et Polo, les cantonniers du village, toujours solidaires dans l'adversité, plus haltérophile du zinc que forçat du macadam. Maurice, le chef ancien skieur de fond rougeoyant, bestiaux de bonne taille, et Polo, son adjoint qui lui arrive sous le bras. Enfin moi, guide de haute montagne, métier de con, gagne misère, de la vie de Gérard. En ce qui concerne le dénommé Clint Eastwood, qui est toujours dans le Port de la Mer de Glace, un des héros, personne ne l'a revu depuis sa descente des loges. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. Mais bon, les personnages, il faut quand même que tu nous en dises 2 mots, parce que... Ces personnages-là, bon, j'invite les gens à lire le Port de la Mer de Glace pour faire une plus ample connaissance avec eux. Mais quand j'ai imaginé la suite, je suis parti d'un autre personnage. Dans le premier, il y a Clint Eastwood. Non, mais les premiers, déjà, il est... Attends. Ouais. Non, mais... Et il y a un personnage qui apparaît un tout petit peu dans le Port de la Mer de Glace, qui s'appelle la Bévote. Alors, la Bévote, en savoyard, c'est penchant pour la boisson, on va dire. Et donc, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que je sévis dans un groupe de rock. Ouais. Je fais un peu une partie, Tu peux le dire. Tu peux en être fier. Un groupe de rock qui s'appelle l'Eco-Flash, comme les chaussures de montagne. C'est pas qu'on joue comme des pieds. La première fois qu'on a répété, on était dans un local à chaussures, on a dit comment on s'appelle, puis on avait marqué partout Eco-Flash, bon, l'Eco-Flash, c'est bien. Un coup, un anglais me dit, tu sais ce que ça veut dire en anglais, Eco-Flash? Il me dit, c'est le co, c'est la vache, et flash, c'est quand la bouche de vache tombe. Je trouvais que ça correspondait bien à l'esprit rustique du groupe. Et le percussionniste d'Eco-Flash, c'est donc la Bévote, que Jacques connaît bien. Je vais lire le portrait de la vie. Ouais. Et donc avec Eco-Flash, on jouait, on était le groupe le plus célèbre de la rive gauche de l'Arve en amont de Chamonix. On avait fait toute une série de concerts. C'était plutôt des répétitions publiques qu'on faisait que des concerts. Et avec le petit argent qu'on avait réussi à amonceler, on a décidé de faire une tournée en Thaïlande. Thaïlande que je connaissais bien. J'ai organisé des stages d'escalade là-bas, là, c'était plus sérieux. Et donc, la Bévote, c'était le percussionniste de ce groupe, pour en venir à l'histoire des coqs. Et un coup, on l'a perdu complètement, la Bévote, en Thaïlande. On l'a retrouvé le petit matin en Thaïlande, il y a souvent des coqs autour des maisons. Et il dormait, il avait 3 coqs sur la tête, et c'est venu de là l'histoire de la Bévote et de ses coqs. Et pour vous dire, il y a une petite anecdote qui est sympa sur le départ d'Eco-Flash pour la Thaïlande. Donc on était un groupe, on était 8, et on avait fait une grosse bringue au Port de la Mer de Glace avant de partir, parce qu'on prenait l'avion le lendemain à 11h. Et on avait demandé à un copain de ne pas boire, bien sûr, et puis de conduire le minibus avec tout le matériel de musique dedans, puis nous, complètement avinés, et on part comme ça vers 11h. Et puis on s'arrête à Ugine, où on devait récupérer une guitare. Et on s'arrête, on se pose au milieu de la route, c'était déjà 2h du matin. Et puis j'étais avec l'autre copain guitariste, on était au milieu de la route en train de pisser tranquille devant sa maison. Et puis on voit arriver des phares, bien sûr, tout doucement qui se rapprochent. Et évidemment, c'était les flics. Les flics, ils sortent, ils disent, ça vous ferait plaisir qu'on pisse devant chez vous, comme ça? Alors le guitariste dit, bah oui, c'est chez nous, c'est devant chez moi. Et là, ils nous demandent, vous allez où, comme ça? Et en chœur, on répond, à Bangkok. Alors on a arrêté le moteur, qui nous a fait tous
arrêtait pas de faire souffler le chauffeur qui n'avait pas bu, donc ça ne marchait pas. On a failli rater l'avion avec cette histoire. Mais pour ceux qui ne connaissent pas trop, peut-être faire un tout petit portrait dans le bar. Donc tout à l'heure, dans l'extrait, on parle du patron du bar, l'amiral, donc, qui est breton. Qui est en fait Et Normand, ça c'est un petit peu, un peu fictionné là. Ouais, et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a les deux employés municipaux là, de la voirie. Oui, il faut les petits passages. Les petits passages. Le personnage clé, oui, c'est le boulanger, avec son chien à serpillière. Ouais. Gérard, son vrai nom dans la liste c'est Gérald, mais je ne veux pas trop trafiquer. Enfin, ils existent, quoi, tous ceux-là. Ils existent, non, c'est des vrais gens. Et l'histoire du boulanger de la pharmacie, tu vois? Non, ça c'est dans le port de la mer de glace. L'équipe de base, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est les trois plus le chien. Et donc là, dans l'expé, en plus, il y a la bévote. Voilà, mais là tout change et la bévote, un petit passage sur la bévote pour comprendre qui est la bévote. La bévote, la soif en parler local, vivait avec 3 coqs qu'il avait gagnés à la kermesse du village et n'avait pas eu le courage de passer à la casserole. En hommage à ses lectures d'enfance, il les avait appelés comme les pieds nickelés. Filochard était le plus malingre, avec un œil de guingois. Croquignol jouait le rôle du chef de basse-cour, et Ribouldin, qui aurait fait un copieux coq au vin, n'était jamais levé avant 10 heures. La bévote habitait une curieuse maison à l'entrée du village. Employée aux remontées mécaniques du Tour, cul-de-sac de la vallée de Chamonix, la bévote n'y travaillait en fait que pour les vacances scolaires, vivant de petits riens le reste de l'année, un coup de main de temps à autre au port de la mer de glace en échange de quelques tournées, les vendanges payées en liquide, et une virée annuelle en Alsace pour couper des sapins de Noël avec son copain Ravachu, dit l'insoulable. Expédition de 3 semaines dont les deux revenaient assez fatigués. La bévote avait 2 passions, les couteaux dont il possédait tout un arsenal et les tam-tams. Les nuits de pleine lune, ses divagations rythmiques s'envolaient en rafale du soupirail de la cave, plongeant la rue endormie de Val-Misère au cœur de l'Afrique. Côté psychique, il fonctionnait un peu comme un alambic, mais en sens inverse. Dans un alambic, on porte des fruits à ébullition pour obtenir de l'alcool. Dans le cerveau de la bévote, c'est l'alcool qui portait les fruits de son imagination en ébullition. Des fruits aux formes curieuses, apparitions fantasmagoriques qui hantaient le village à chaque fin de soirée, à la lueur de l'unique réverbère ayant échappé aux aléas du déneigement. Elles allaient et venaient dans la rue tel un carnaval grotesque, une raison supplémentaire et bien légitime de ne pas quitter le port de la mer de glace. « Remets la mienne, Gérard, je veux pas les revoir ces salopes, elles m'attendent dehors, je les vois par le carreau. » L'amiral feignait la surprise. « Mais de qui tu parles ?» Tout le village connaissait ces ectoplasmes par leurs petits noms, au point qu'ils faisaient partie du décor nocturne de Val-Misère. Certains buveurs assidus prétendaient même les avoir vus. Parmi ces apparitions fantasmagoriques, celle que la bévote redoutait le plus, c'était la dîme d'Ourle. Sa seule évocation le terrorisait, elle ne se manifestait que par nuit très claire. On lui comptait 2 bonnes douzaines de bras ondulants et couverts de ventouses qui se mettaient en travers de son chemin quand il voulait rentrer chez lui. Pas un peu exagéré là? Non, c'est vrai. Tout est vrai. Il a des apparitions? Notamment la dîme d'Ourle, non, tout ça c'est vrai. Alors là, on en est où? Eh ben tu vois, c'est le début là. Attends, c'est le début du port, c'est le début de raconte sur la banquise. Donc qu'est-ce qui va se passer hein? C'est toujours les mêmes. Donc le problème de Gérard à ce moment-là de l'histoire, c'est qu'il commençait à en avoir marre de la neige et tout. On avait vraiment un sale hiver, il faisait que neiger. Et puis il dit ouais, j'en ai marre, j'aimerais bien, on va partir en Bretagne et on va faire un petit voyage en bateau. Donc oui, on repart donc, finalement cette équipe, donc le boulanger, Gérard, la bévote et moi, plus les 3 coqs, les filles et le chien. On va se poser dans un petit village breton qui s'appelle Traoudenier, ce qui veut dire Val-Misère en breton, comme vous savez. Et puis à partir de là, on prend un petit langoustier à voile, et l'objectif c'est d'aller aux Bahamas. Et suite à quelques légères erreurs de navigation, on se retrouve sur la côte est du Groenland. C'est en gros
le fond de l'histoire. C'est pour faire plaisir à personne. Tu veux que je dise quoi là? Je sais pas. Bah, tu racontes. Donc on arrive sur la... Je continue. Bah, c'est comme tu veux aussi. Tu... Donc on se pose sur la côte est du Groenland. Alors ce qui m'avait inspiré ça, c'est un auteur que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle John Riel, qui est un auteur danois, qui lui a vécu longtemps sur la côte est du Groenland. C'est l'endroit le plus paumé du Groenland, la côte est. Et il était trappeur là-bas pendant une dizaine d'années. Il en a ramené des récits que je vous recommande vraiment, c'est la collection dans les collections 10-18, et ça s'appelle La Vierge froide et autres racontards, un safari arctique et autres racontards. C'est vraiment des petites histoires, c'est des racontards, c'est-à-dire qu'il est parti d'histoires comme ça qu'il vivait, parce qu'il passait toute la nuit polaire là-bas sur la côte, et il se passait forcément des choses, il était en général 2 par cabane. Et après ces histoires, ben, il les a arrangées à sa manière pour que ça soit drôle. Et c'est vraiment des bons textes à lire. Je vous recommande vraiment John Riel, les racontards de John Riel. Et donc ça m'avait donné l'idée d'aller me poser aussi avec mes Ostrogoths là, sur la côte est du Groenland. Et là, on fait la connaissance d'un chaman qui vit dans une petite cabane. Et Enfin, qui... tu les fais déjà arriver, toi, tout de suite là. Tu voulais faire un petit peu de Je sais bateau? pas, ouais. Ouais, Enfin, j'en sais rien, hein, mais. Ah si, le truc de nuit, là, dans le brouillard. Ça? C'est de l'impôt, hein. Ouais? Ça, non? Je sais pas. Non, moi j'étais sur la longue dérive. Hein? J'ai pas mes lunettes. Ouais, c'est le 4e couverture en fait. T'arrives à lire là? Ouais. La corne de brune de la marée rose avait émis un cri étranglé, un peu comme un klaxon de vieux taco, puis s'était prostré dans le grand silence. Avec ce brouillard, faudrait pas qu'on aille se faire couper en 2 par un chalutier, dit l'amiral. Faites du bruit! La bévote alla se poster à l'avant du bateau avec ses tam-tams. Fernando à l'arrière avec 2 couvercles de fétou en guise de cymbales. Toby s'empressa de se joindre au concert, coursant les coqs sur le pont en aboyant, lesquels protestèrent par des claquements d'ailes et des cris ulcérés. De son côté, Gérard, dès qu'il sentait un peu de mou dans l'orchestre, entamait la pampolaise à plein poumon. On imagine la tête des marins entendant un tel Barnum dans le brouillard. À 200 milles de la côte la plus proche, de quoi redonner vie aux plus folles histoires de vaisseaux fantômes. La nuit était tombée depuis longtemps quand le brouillard commença à se dissiper. Gérard prit le premier quart. « Tu me remplaces à 4 heures, dit-il au Porthos. Au petit matin, la bévote et moi buvions tranquillement le café quand Fernando passa sa tête dans le carré en nous demandant « C'est normal que le soleil se lève à l'ouest ?» C'est là où il se rend compte que... Ouais, il devait faire route vers le sud et qu'il devait route vers le nord. Ça paraît. L'amiral n'est pas terrible quand même. Hein. Faut pas lui dire. Faut pas lui dire, hein, parce qu'il va se vexer. Mais là t'exagères un peu parce que l'amiral il fait vraiment du bateau. Oui, il en fait beaucoup. Ah oui. Il a lu ton livre? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il a fait une moue un peu... Ah, voilà. Tu fais un peu passer pas un rôle pour... facile. Ouais, quand même. Ouais. Et donc on se retrouve sur la côte, j'y vais là, sur le... Ouais, tu peux. Sur la côte du Groenland. On rencontre d'abord un chaman, et c'est le maire d'un petit village qui s'appelle Imaxiku, ce qui veut dire valmilitaire, vous savez, en groenlandais. T'as quand même fait des recherches en groenlandais, ça c'est fort. Et aussi en breton. Et en breton. Ouais. Et donc, et la particularité de ce chaman, c'est qu'en vendant ses peaux sur la côte du sud du Groenland, il a rencontré une Marseillaise, Georgette, une Marseillaise de souche, qu'il a mariée, et qui est venue installer un bar à Imaxiku, qui s'appelle chez Georgette. Je peux faire le portrait de Georgette si tu veux. Et en tant que provençal, vas-y, fais le portrait de Georgette. Ça je l'ai. Côté caractère, comme on dit en Provence, Georgette était un boucan. Avec elle, l'expression « ce que femme veut » prenait une tournure cyclonique. Une marchande de poissons célèbre sur le Vieux-Port pour sa harangue parfumée et qui tenait son monde d'une main aussi ferme que lorsqu'il s'agit de couper la tête d'un congre frétillant. Une main de plomb dans un gant mappa.
C'est chouette ça. J'ai bien essayé d'apprendre leur baragouin au début, nous a-t-elle expliqué, lors de la première rencontre. Mais quelle misère, ils te collent les mots les uns derrière les autres comme des briques. Et ça en fait des plus longs et encore des plus longs. Il paraît qu'il y en a des tellement longs qu'il te faut la muraille des Chines pour l'écrire. Et encore, en serrant bien les lettres. Non, je l'ai dit à Marcel au bout d'un moment. Marcel, c'est mon mari. Impossible de me rappeler son nom. Je lui ai dit, Marcel, le plus simple, c'est que tout le monde parle comme moi. On va gagner du temps. Mais pourquoi vous leur avez pas appris à parler français, lui avait bêtement demandé Gérard. Le français? Mais qui est français? lui avait-elle répondu, les mains sur les hanches. Non, il te leur fallait une langue bien chaude qui sente la farigoule et la garrigue, le cagnard qui tabasse. Et surtout, le provençal, c'est une langue miraculeuse. Depuis qu'il le parle, il pêche des poissons qui font le double de la taille. C'est plus des ours qu'il chasse, c'est des mammouths. Donc tout doucement, Georgette va... Déjà, ils tous ils se mettent à parler sur provençal. Elle transforme la salle des fêtes en boulodrome. Et puis, sa plus grande trouvaille, c'est qu'ils ont une source d'eau chaude. Elle, ce qui lui manque, c'est une baignade, c'est l'endroit pour se baigner pendant l'été. Donc, ils détournent la source d'eau chaude et font une petite plage à côté du village, c'est très charmant. Il y a un peu des icebergs au large, mais ils peuvent se baigner. Donc, bien sûr, ils remplacent les commandes de motoneige par les commandes du pédalo, parce que c'est le gouvernement non équipé. Et puis sa grande trouvaille, elle se dit, c'est des gens qui ne savent pas nager, c'est dangereux, il me faudrait un surveillant de baignade. Et dans le cadre des échanges entre villes, elle contacte la commune de Marseille pour faire un échange, pour envoyer un jeune Dimaxitou, un jeune Louis, qui allait à Marseille pour perfectionner son provençal et sa pétanque. Et en échange, il y a un Marseillais qui ira sur la côte est du Groenland pour faire surveillant de baignade. Donc on imagine que quand on met l'annonce dans la mairie de Marseille, on cherche un surveillant de baignade au Groenland, on ne se bouscule pas trop. Mais il y en a un. Il y en a un. Mamadou était un superbe athlète noir d'une vingtaine d'années, doux comme un agneau, mais dont les repères géographiques étaient assez flous. Originaire de Côte d'Ivoire, fraîchement migré en France pour chercher du travail, en fait, sa vraie motivation, c'était les femmes blanches, si possible grassouillettes. Pour lui, tout ce qui se situait au nord de la Méditerranée, c'était le territoire des Toubabs, les bipèdes à peau blanche. Il ignorait ce mot de Groenland, mais avec cette consonance et le fait qu'on y demande un surveillant de baignade, ça devait être quelque chose comme un aqualand en plus gros. C'est donc sans hésiter qu'il proposa ses services, d'autant que l'annonce faisait état d'émoluments très honnêtes et d'un billet d'avion aller-retour gratuit. Encore un miracle signé Georgette, qui aurait ravi Emma Eriksson, l'obtention d'une aide de fonds européens pour son projet, même si dans un premier temps à Bruxelles, cet emploi de surveillant de baignade au nord du cercle polaire avait soulevé quelques interrogations, notamment des élus danois, qui avait fini par accepter au nom de l'autonomie du Groenland. Entendez par là la fin des subventions que tous espéraient. Il serait malhonnête de dire que Mamadou bondit d'enthousiasme en arrivant à Imaxiku. Après 1 jour et demi de voyage, une nuit pluvieuse et frisquette à Nuuk, capitale du Groenland, et un ultime vol en hélicoptère en ras de l'Inland 6, désert impressionnant dont les dunes tombaient à pic dans la mer, en tongs et bernuba à fleurs, encapuchonné dans son calouet, il regardait le paysage en ouvrant des yeux de plus en plus ronds. Ici, sable thé blanc, observa-t-il à haute voix. Le pilote, qui ne comprenait pas un mot de français, lui répondit par une moue interrogative. Sand very white hill, tenta de traduire l'ivoirien. Croyant à une plaisanterie, son interlocuteur confirma. Yes, yes, very white. Quand il mit pied à terre, par un petit 10 degrés et une brise du nord, alors qu'il faisait 42 à Londres quand il avait décollé à Marignane, Mamadou se dit qu'il avait peut-être fait une connerie. Voilà, c'est l'histoire de... Et l'imagination quand même, hein. Ouais. Mamadou. De 3 tours sur la partie, ce qui est une histoire vraie. Complètement vrai.
On va pas dévoiler tout ce qui se passe, mais... Il y a un personnage que tu as évoqué, donc je dis 2-3 mots. Ah, J'ai pris donc un des personnages donc, de John Gale, qui est la Vierge froide, qui est une nouvelle de cet auteur danois. Et c'est deux trappeurs qui sont là dans la nuit polaire et puis ils s'ennuient. Et il y en a un qui imagine une femme, il me dit ouais j'en connais une qui s'appelle Emma. Puis l'autre il devient jaloux progressivement et puis ça devient une femme imaginaire que tout le monde a envie de se partager dans les différents chalets qui sont le long de la côte. Et donc j'ai donné vie à cette femme imaginaire, et c'est donc elle, et j'ai gardé son nom, Emma, dans l'histoire, et la bévote va tomber follement amoureuse d'Emma. Ouais. Et puis... Donc c'est une histoire d'amour en fait. C'est une histoire d'amour, voilà, qui finit bien. Hein. Ça peut pas dire. Comme toutes les histoires d'amour. Mais bon, en fait, il faut le lire. Pas tout raconter, parce qu'il faut le lire. Mais moi, il y a une histoire qui me fait marrer quand même à la fin. Et je vais peut-être finir par ce bouquin-là, on parle un peu brièvement des autres. Ça, c'est donc on est de retour à la misère. Moi, j'adore. Ouais. On est dans le bar, puis c'est l'après-ski de... Voilà, parce que bon, ils partent en voyage, mais ils reviennent, quoi, quand même. Hein. Ils sont quand même enracinés, hein, on peut le dire. Val-Misère, 10 avril, 10h30. Il avait neigé toute la nuit, de cette neige lourde et mouillée d'avril qui vous casse le dos en 2 coups de pelle. Encore à pied, demanda Gérard au cantonnier quand ils franchirent la porte de son bar. Et le vélo? En réparation à Cluse, répondit Maurice. Il est toujours pas réparé depuis le coup de la voie ferrée. Le vélo, c'était Alors là, il faut que t'expliques, ouais, peut-être. Le vélo, c'était comme il y avait beaucoup neigé, la commune de Chamonix leur avait prêté un super engin pour déneiger, un truc qui faisait 4 mètres de haut. Mais il lui arrivait quelques bricoles dans un premier temps, parce que le problème, il était tellement haut qu'il ne pouvait plus passer sur le voie ferrée, il fallait enlever les chaînes et le gyrophare. Et un jour, ils ont oublié, et ça a plié tout l'habitacle en haut. Donc c'est pour ça qu'il est en réparation. Là, ils expliquent voilà, comment ça c'était. En fait, tu as expliqué ce qu'était le vélo, mais il n'est toujours pas réparé depuis le coup de la voie ferrée. Non, répondit Maurice, visiblement embêté. On peut lui dire, dit Polo, de toute façon, il va finir par le savoir. Savoir quoi? L'amiral bouillait effectivement de savoir. Vous avez emplâtré un bus? Quand même, s'offusqua le cantonnier chef, on n'est pas des dangers publics. Hein. C'est à cause de cette murette qu'ils ont mise dans le virage, expliqua Polo, avant le pont de l'Arve. C'était un vrai tremplin. On l'avait oublié, enchaîna Maurice. Et puis sous la neige, tu vois bien, on voit rien, parce que ça en a mis pendant que vous étiez partis. Hein. Oh, pour ça, ça en a mis, confirma Polo, en montrant l'épaisseur de la neige, la main au niveau des yeux. On a tenu un bon moment en équilibre sur 2 roues, expliqua Maurice, mimant la scène, en essayant de bloquer le volant. Mais on a fini par basculer sur le côté. Ça a fait un de ces bruits, se souvient le cantonnier adjoint. Et comme dessous c'était bon glace, fini de raconter son supérieur, on est parti en glissade. J'y crois pas, interrompit Gérard. Vous avez réussi à le coucher en engin pareil? Ouh, modéra Gérard, faut pas croire, c'est pas aussi stable que ça en a l'air. Pierrot de la Joue venait d'entrer dans le bar. J'y ai vu en direct. Ils ont défoncé la barrière de sécurité et cumulé dans l'Arve. Et leur radio qui gueulait chacun sa route, Un exploit retentissant qui avait fait photo à l'appui le tour de la vallée, valant aux 2 cantonniers de Val-Misère une flatteuse réputation de cascadeur. Trop fort, salua l'amiral. Vous êtes trop fort. Allez, c'est la mienne. Et le tracassin, le chasse-neige de la commune, supporte plus l'humidité. C'est vrai qu'ils apparaissent tout le temps dans tes livres et, oui. Et franchement, ils sont trop drôles, ceux-là. J'ai fait une suite d'ailleurs, on peut pas dire. Tu veux un petit peu, ouais. En ce moment, je suis dans la suite, donc c'est Numéro vraiment 3. une exclusivité mondiale. Hein. Un petit passage sur le cantonnier. Sur les cantonniers. Au début, tu attaques direct. Là? Non, au début. Non, mais ça, tu veux là? Ah non, pas ça, non. Non. Hein? Voilà. Quand ils arrivent. C'est avant publication. Attends. Ah oui. Les 2 cantonniers de Val-Misère firent une entrée triomphale dans le troquet, applaudis par tous les clients. Il n'y a pas à dire, c'est vous les meilleurs, salua le barman. Rouges comme des pivoines, les héros malgré eux prirent leur place habituelle au coin du zinc. Elle disait quoi, cette note de service, sans qui miellût le maître des lieux? 2 jours avant, Maurice s'était plaint d'un ordre reçu de sa hiérarchie leur demandant d'assurer eux-mêmes la repeinte des passages cloutés et lignes blanches de la route.
Jusqu'à présent, c'était ceux de Cham qui y faisaient. Nous, on n'avait pas le temps. Constat évident qui avait ravi l'amiral. Tous les habitants du village les avaient encouragés durant cette délicate mission dont ils s'acquittèrent à quelques bavures et traces de godasses près plutôt bien. L'événement qui avait mis en liesse les mêmes habitants le lendemain matin, ce fut le passage de la goudronneuse dans la rue principale de Valmisère. Oh, ça va, ces notes de service, elles sont interminables. J'ai lu le début et puis j'ai dit à Polo d'aller chercher la peinture au dépôt. Elle disait quoi, cette note de service? Insistait Vislar Gérard, lui qui avait lu le document jusqu'au bout. Ben oui, concéda Maurice à la fin, quand je l'ai relu, il disait qu'il fallait y faire après la réfection de la chaussée. Quand vous partirez à la retraite, il faudra qu'on vous fasse une statue à l'entrée du village, dit le barman. On écrira dessus « Aux comiques troupiers de la voirie, les Valmiséreux reconnaissants ». Et ça, le pire, c'est que c'est une histoire. C'est absolument vrai, ça s'est passé il y a 7-8 ans en arrière. Au printemps, on a vu tout le monde qui peignait les lignes, tout ça. Et puis 2 jours après, il y a la goudronneuse qui est passée. Ça ne peut pas s'inventer, ça. Ils doivent bien t'aimer, les deux là. Heureusement, il y en a qui a disparu. Ah mince, ouais. Voilà. Donc ça c'est, on va pas parler du 3 parce qu'il n'existe pas encore, mais c'est dans ta tête là, ça. Tu fréquentes beaucoup le port d'un verre de glace pour alimenter. Ça va pas être facile hein, quand même, hein. Comme enquête sur le terrain. Alors l'enquête catholique. Parce qu'il y a Clint Eastwood qui réapparaît. Clint Eastwood il est dans le premier. On a des nouvelles parce qu'il est en train de descendre en rappel dans le moulin de la verre de glace. Habillé comme d'habitude, d'ailleurs pieds nus en maillot de bain. Et donc les gens essaient de l'en empêcher. Et puis donc il y a un petit article dans le journal qui annonce ça, donc on apprend une nouvelle de Clint Eastwood comme ça. Et donc on va partir pour le sauver du moulin de la mer de glace. Il y en a pour 200 pages. Mais c'est sûr que les héros pareils, hein, on a du mal à les quitter. Hein. Mais heureusement, en tout cas c'est comme ça. Tu as écrit d'autres livres. Heureusement tu as écrit d'autres livres plus sérieux. Mais on peut quand même reconnaître toujours la trace de cette narration comique, tragicomique, des fois. Et... Alors avant, je peux pas. Ouais, vas-y. J'ai fait d'autres âneries quand même. Ah bon? J'ai écrit un dictionnaire d'alpinisme qui est très utile pour les gens qui veulent faire de l'alpinisme, qui s'appelle le Grand Dictionnaire d'alpinisme illustré. Et en fait, j'ai pas écrit une ligne là-dedans. Ah bon? J'aime bien les dictionnaires, donc la première chose que je cherche dans un dictionnaire, c'est la définition du mot de définition. Ça pose le sujet. Et dans le dictionnaire Larousse de 1961, j'avais trouvé, à la définition du mot définition, il est marqué « À un mot ne peut correspondre qu'une seule définition ». Ça m'a interpellé. Je ne peux pas faire déroger à la règle. Et je suis parti du principe d'utiliser des mots d'alpinisme et d'y faire correspondre des définitions de choses qui n'ont rien à voir avec l'alpinisme. Et que ça puisse coller. Un exemple, par exemple, la définition du mot harmonie, comme l'harmonie municipale, c'est orchestre composé uniquement d'instruments à vent. Et donc là, j'ai cherché un truc qui corresponde à la montagne et j'ai mis dortoir de refuge. Orchestre composé uniquement d'instruments. Voilà, c'est le dictionnaire. C'est indispensable pour faire de la montagne. Et après, non, après dans les petits aussi, Welcome to Chamonix. Là, c'est un autre bar qui t'a inspiré. C'est un bar de Chamonix, là. Ouais, là, on a descendu, hein. Et là, ça devient... Pour ceux qui ont connu, c'était la cave à terre, qui était au centre de Chamonix, à côté du casino qui est au centre de Chamonix. Maintenant, c'est complètement à l'abandon. Mais c'était vraiment un bar de local. L'histoire, en gros, de Welcome to Chamonix, c'est un bar vraiment de pur local, ce qu'on appelle des bouches, des gens de Chamonix, bien de pure souche. Et il y a un bar d'anglais qui s'installe en face d'eux. Et c'est un peu, ça part de là, puis ça finit au sommet du Mont Blanc. Ouais. Ah, c'est un peu un remake de Marie Paradis. L'anglaise, c'est la serveuse de dans un bar, et puis on emmène plus ou moins de force à faire le Mont Blanc. Ah, c'est... Je n'avais pas pensé, mais c'est vrai. Ouais, c'est un peu... Moi, ça m'a fait penser à ça. Mais très sympa aussi. Bon, là, il n'y a pas eu de suite, mais... ça peut venir. Ça peut venir, on ne sait jamais. Avec les Anglais, on ne sait jamais. Et puis, compagnon de bordée. Ça, c'est génial aussi. Ça, c'est des histoires. Ça, c'est que des histoires, ouais, c'est que des... En fait,
Je raconte là-dedans une histoire, j'avais fait un jour une descente de la Vallée Blanche, je suis guide, moi, donc, avec des Allemands, on était 5 guides avec un bus de 40 Allemands. C'était avant le temps de la mer de glace. Et puis, je devais faire un article pour le magazine Vertical sur le ski hors piste à Chamonix. Bon, j'ai mis des topos, mais il fallait un petit peu de raconter aussi des histoires. Donc j'avais raconté cette descente de la Vallée Blanche avec nos Allemands, là, où il s'était passé toute une série de gags, des chutes en crevasse, on n'en avait plus vu. Et j'avais raconté, puis j'avais envoyé mon article donc, au magazine Vertical. Puis après, j'avais été grimper en Espagne. Puis en revenant, je m'arrête au magazine pour savoir où on était l'impression. Et quand je suis rentré dans la salle du comité de lecture, ils m'ont regardé comme ça, ils ont tous écroulé de rire, les Allemands. Et là, j'ai réalisé que je pouvais écrire des trucs qui faisaient rire. Et c'est dans la foulée, donc j'ai fait le port de la mer de glace. Ouais, très sympa. Et puis, après, il y a eu quand même des commandes, entre guillemets. Alors après, il y a des commandes. Dans la première, là, c'est le bouquin sérieux. On attaque les sérieux, ouais. Là. Bon, oui, il y a des conneries aussi, Il y a aussi des conneries. Et là, c'était Michel Guérin, donc, qui est là, hein, qui est le fondateur des éditions Guérin, des livres rouges. Il y a son épouse Marie-Christine qui a pris la relève, parce que Michel nous a quittés en 2017. Et donc en 2007, l'année où il a disparu, il avait reçu un manuscrit d'un gars qui s'appelle Michel Bricola, qui était un ami personnel de Patrick Béraud. Mais Michel Bricola, il avait fait un récit vraiment assez intime de sa relation avec Béraud, mais il manquait toute la partie de l'histoire de Béraud, de ses ascensions, tout ça. Et donc, Michel Guérin m'a demandé qu'on fasse cordée pour raconter la vie de Patrick Béraud. Je trouvais que je le connaissais assez bien. Et puis, je me suis senti légitime dans la mesure où Le port de la mer de glace, c'était un de ses livres de chevet. Et d'ailleurs, la version, c'est l'édition bleue que j'ai fait en première édition. Et donc, on a raconté la vie de cet alpiniste extraordinaire avec Fukuto. C'est vraiment, ça a été une météorite dans l'histoire de l'alpinisme. Et voilà, donc j'ai fait ce premier livre sérieux. Puis dans la foulée, Marie-Christine, comme je faisais du ski extrême, ouais, a demandé, alors là c'était un gros chantier, parce que, de faire l'historique du ski extrême, hein, du ski de couloir ou de face. Où la règle, en gros, qui définit le ski extrême, c'est-à-dire si on tombe, on est mort. C'est no fall. Et puis donc là, ça m'a pris 2 ans parce que j'ai essayé de faire le ski extrême aux États-Unis, au Japon, en Himalaya, et il n'y avait pas beaucoup de documents, donc ça a été un gros chantier. Mais il y a des abris aussi, pas mal. Oui, il y en a pas mal, c'est un sympa. téléphérique. Et puis après, oui, il y a un truc de téléphérique pour le dire. Ouais, Ça, tu le retrouves. tu peux le voir. Je retrouve aussi, je pense. On va faire un peu de lecture sérieuse. Rassurez-vous, hein, ça vous n'avez pas besoin de dormir normalement. Il y a plein de belles photos. Non, parce que tu es quand même modeste quand tu dis que tu pratiquais la pentraite, tu as fait quand même des trucs, pour l'époque, incroyables. Un truc de fou. De fou, on peut le dire. J'avais fait surtout un truc qui avait marqué un petit peu le... C'est du Mallory, là. Ouais, c'est Il me semble. je crois que c'était l'ouverture de chapitre. La vie en pendule. Voilà. C'est l'époque de l'âge d'or du ski extrême, surtout l'année 1977, qui est vraiment très à la mode. Et en 1977, il y a eu un très très bon enneigement au printemps. Et d'un seul coup, il y a un tas de premières qui ont été faites dans la face nord de l'aiguille du Midi. Cadenassés dans leur cage de ferraille et de plexiglas, les touristes en partance pour la Vallée Blanche regardent en silence défiler devant leurs yeux un monde désolé, glacial, inhumain, la face nord de l'aiguille du Midi. 1000 mètres de parois gelées, entaillées d'éperons noirs, barrés de séracs menaçants, ça et là quelques morceaux de câbles rouillés, témoignent du rude combat que fut la construction du téléphérique. Un skieur, un skieur! Il y en a un dans la voie. Il y a dans la voix du passager qui vient de pousser un cri quelque chose de l'émotion du baigneur qui voit passer un aileron de requin. En même temps, tout le monde veut voir. Les mieux placés fouillent la paroi, les autres tendent le cou, se dressent sur la pointe des pieds, essayent de se rapprocher des bords. Un autre, il y en a 2, non, 3. Il y en a encore un au-dessus. Ils sont effectivement 3 mouches collées sur une vitre qui se laissent glisser lentement vers le bas.
Otokosuki, un japonais du groupe qui occupe la moitié de la cabine, vient de voir quelque chose qui bougeait. Otokosuki, Otokosuki. Les appareils photo crépitent comme dans un défilé de mode, tel un périscope, une caméra s'élève au milieu de la benne et réalise un plan panoramique à 360 degrés. Sans bruit, la benne s'envole à 10 mètres secondes vers le ciel, domine bientôt les skieurs quand une voix de fillette s'élève légèrement chevrotante. Dis, papa, c'est là qu'on va descendre? Ces spectateurs sont en première loge d'un événement historique, la première descente à ski de la face nord de l'aiguille du Midi, le 30 mai 1977. Donc c'est toi. Anselme Beau, non, j'ai. Ah bon? Anselme Beau, ouais. Anselme Beau, Yves Détry. Et ouais. Yves Détry et Claude Chauchefoin. C'est ça? Daniel Chauchefoin. Daniel Chauchefoin, pardon. Incroyable. Puis bon, tu parles aussi des gens qu'on a beaucoup connus à Chamonix, Oui, notamment mais... Valençon et ses Claudettes, ça. Enfin bon, ça c'est peut-être pour les anciens, les gens ne connaissent pas. Mais bon. Enfin, en tout cas, c'est très sympa à lire et c'est très drôle. Ah. Et on apprend plein de choses sur le ski de Pentraide qui finalement est plus ancien qu'on imagine. Hein. Les gens ils croient toujours que c'est eux qui ont tout inventé, mais non. Hein. Ouais, ça a pris du temps de trouver vraiment les premiers, parce que dans la tête de tout le monde, j'ai vu d'ailleurs son affiche à l'entrée, c'est Sylvain Saudan qui a inauguré le ski extrême, ce qui est faux. Il y a des alpinistes skieurs qui ont commencé à faire des pentes de 40-45 degrés dans les années 30 en Autriche. Déjà des pentes, et c'est dû au fait qu'à Innsbruck, c'est là qu'ont été inventés les cars sur les skis. Avant, c'était impossible de faire la pentraide parce qu'il n'y avait pas de lame métallique de chaque côté qui permet de s'accrocher dans la neige. Et dès l'invention des cars assez vite, les skieurs ont commencé à faire des pentes assez raides. Et puis les premières vraiment gros coups en ski extrême, c'est pas Saudan qui les a fait. Ça s'est fait 3-4 ans avant lui, ça s'est fait dans l'Oisan, avec le couloir Barre Noire, la calotte des Agneaux, le couloir d'Avin, qui a été descendu par deux skieurs de l'Oisan. Et bah, Saudan, après là-dessus, a fait connaître par ses films et tout ça le phénomène ski extrême. Il faut savoir, c'est pas le précurseur. Sylvain, il est dans l'assistante. Sylvain Saudan qui est toujours vivant, qui est à Bonneuil, qui a 83 ans, et qui continue de faire des conférences, allez voir, mais c'est des histoires qui datent de son époque. Il a arrêté quand même. Alors, en tout cas, il est très sympathique. Hein. Et donc après, j'ai eu une autre commande, alors ça c'était très sympa. C'est la compagnie des guides de Saint-Gervais qui fêtait ses 150 ans il y a 3 ans, 4 ans de ça. Et donc ils voulaient faire un historique de toute l'histoire de la compagnie des guides de Saint-Gervais. On connaît bien la compagnie des guides de Chamonix, on connaît beaucoup moins la compagnie des guides de Saint-Gervais. Et donc il y a un jeune de la compagnie des guides de Saint-Gervais qui s'appelle Julien Peloux. Il y avait toute une documentation, des photos, tout ça, mais c'était pas très digeste à lire. Et donc ils m'ont demandé d'en faire la rédaction. Et j'avais trouvé un petit peu intitulé, mais je ne l'ai pas mis dans ça reste entre nous. Je voulais résumer le fait que Saint-Gervais n'est pas très connu et coincé entre Megève, où il y a tout le gratin, tout ça, et puis Chamonix, où c'est le capital mondial de l'alpinisme, où c'est le très haut, tout ça, puis Saint-Gervais est coincé au milieu. Et j'avais résumé en disant, à Megève, on pète dans la soie, à Chamonix, on pète plus haut que son cul, et à Saint-Gervais, on se la pète pas. Mais ça reste entre nous. Tu as plus de passage sur la lumière? Ah oui, c'est bien ça, oui. Peut-être qu'il faut arrêter par les questions. Ouais. Il y a un personnage dans la vie. Ouais, vas-y, dis-le. Vraiment extraordinaire comme personnage, qui malheureusement était mort il y a peu de temps, qui s'appelait Gaby Mollard, un barbu comme ça, qui a une grosse liste de courses avec ses clients. Vraiment un personnage du Port-de-la-Main. Un personnage, il aurait pu. Hein. Ouais. Vous n'avez pas vu le feu rouge? Le chauffard toise le gendarme qui vient de lui poser cette question. Bah, bien sûr que je l'ai vu. C'est vous que j'avais pas vu. Gabriel Mollard, barbe blond, roux, tignasse abondante, yeux bleus glaciers, est connu pour ses bons mots. Un client qui demandait de lui décrire la Vallée Blanche, itinéraire de 20 km qui relie l'aiguille du Midi de Chamonix par une grande boucle, une escale possible au refuge du requin au passage, il répondit « La Vallée Blanche, c'est un grand virage à gauche avec un bistrot au milieu. »
Entretien réalisé par Christine Barbier pour le Dauphiné libéré. Gabi. Je suis guide depuis 1965, toujours à Saint-Gervais, t'as qu'à calculer. Au début, je gardais les vaches, puis ça m'a énervé, alors j'ai pris des clients. Je n'ai pas forcément gagné au change, mais je m'y suis fait. Avec des copains, on a fait des courses avec des potes d'Argentière et du coin en amateur. On se débrouillait pour partir ensemble, après j'ai passé mes stages. J'ai toujours fait ça, guide, été, hiver. Et puis mes femmes après le boulot. Je me suis mariée en 68, le 2 mai, faut le faire. On ne sait pas tirer des pavés, on sait rouler des patins. L'interview est interrompue par l'arrivée du compère de toujours, Claude Mattel dit Pimpin, voire Pimpin la broye, le ventre en patois, à cause de son léger embonpoint. Avec Pimpin, on a fait 2 ou 3 belles courses. La face nord des Jorasses, le pilier Bonatti-Audru. Dis voir Pimpin que c'était toi qui l'as fait s'écrouler. Mais on a pris encore plus de cuites. Voilà. Gabi Mollard. Ouais, je peux continuer 2 minutes. Mais... Si Gabi Mollard parle de son métier sur le ton de plaisanterie, il ne faut pas se méprendre. Son palmarès professionnel est impressionnant et d'une grande variété, alternant grande voix à l'envers du Mont Blanc, sommet bolivien ou péruvien, sans parler d'un nombre incroyable de treks au Népal. J'ai compté, mis bout à bout, j'ai dû passer 4 mois de ma vie le cul dans un avion. Ça, c'est bien dit. Hein. Bien résumé. Bien résumé, voilà. Et lorsque le journaliste lui demande de pousser un coup de cœur, il lâche dans le viseur, les Anglais qui ont envahi la vallée de Chamonix. Au fond du Val Montjoie, on est dans un cul-de-sac. C'est un bon atout, on vit à peu près tranquille et on n'a pas trop de roast beef qui nous font chier. Bien résumé aussi. Mais la conclusion de la discussion est empreinte d'humanisme. Dans ma vie de guide, ce que j'ai le plus aimé, c'est les gens. Les sommets, c'est tout des conneries. Sa montée, sa descente, ça fait partie d'un grand souvenir. Voilà. Gabi Mollard. Excellent. Et puis dans le dernier opus, dans la série Texte et Images, c'est une belle collection, je trouve, qui avait été avancée par Michel. Il était parti de son premier livre qu'il a publié donc c'était en 96 ou 95. Il avait repris le texte de Lionel Terray, Les Conquérants de l'inutile, et il voulait l'illustrer. Mais ce qui le gênait, c'était de couper le texte avec des photos. Donc il a bataillé pendant un bout de temps pour trouver le format qui convenait bien. Et l'idée, donc là, c'est plus trop respecté, mais normalement, dans les textes, les iconographes sont un peu lâchés. C'est d'avoir les textes qu'on continue de lire, qui ne sont pas coupés par les photos, et d'avoir des photos sur les côtés. C'est comme ça qu'il est arrivé au format carré. Et après, il a choisi cette couleur rouge, en rapport avec les couleurs des alpinistes à l'époque. Je ne sais pas si c'est un des historiennes, mais les sacs étaient rouges, les guêtres étaient rouges, c'était du matériel pour être vu par l'hélicoptère au début des secours en hélicoptère. Et donc il est parti de cette couleur rouge, ce qui a été une très bonne idée, parce que on s'assoit très bien dans une librairie. Et donc les refuges? Et donc dernière commande, Marie-Christine, c'est l'histoire des refuges du Mont Blanc, qui est un vaste sujet, et, voilà, qui est sorti il y a 2 ans. Tu as vu tous les livres? Je ne sais pas si tu veux, mais... Ouais, tu t'inspires. Donc je n'ai pas fait le côté italien, parce que déjà il y avait une grosse matière avec toute l'histoire des refuges. Pour la petite histoire, il faut savoir que le premier gardien du refuge, c'était au refuge des Grands Mulets, et c'était une gardienne. Elle s'appelait Marie-Thérèse, à la fin du 19e. Qui était la première gardienne de refuge. Et à l'époque où j'ai fait le livre, j'ai fait un petit peu l'inventaire de toutes les cabanes qui étaient gardées. Et les 2 tiers des refuges étaient gardés par des femmes. On ignore, on imagine souvent le gardien de refuge comme étant un homme. Tu veux Ulysse? Ah, Ulysse, c'est bien. Ulysse, alors là, ça vient vraiment. J'ai découvert un personnage qui est encore vivant, et qui a gardé donc, le refuge longtemps, le refuge du requin, et surtout le refuge du couvercle. Et lui, il a commencé son métier. Avant, il n'y avait pas d'hélicoptère pour construire ces refuges. Le gros des constructions de refuges, tous ces refuges requins, tout ça, tous ces refuges en pierre, ont été faits après-guerre, avec un gros élan qui a été impulsé par l'ascension de la Napurna, le premier 8000 dans les années 50. Et donc ça a boosté l'alpinisme en France. Et donc le Club Alpin français a lancé une grosse opération de construction de refuges, mais il fallait porter les matériaux. Tout ce qui était pierre, c'était taillé sur place, et tout le reste, pour faire la toiture, tout ça, il fallait le porter. Et Ulysse, c'était un porteur remarquable de ça.
Elle n'est pas un peu fière, la Françoise Dumont, de son fils Ulysse. Son dernier tour de force, il a porté tout seul la cuisinière à charbon au refuge de l'Envers des Aiguilles. Elle raconte l'exploit à Madame Michon, une amie de la famille. Vous vous rendez compte, une cuisinière de 90 kilos. Madame Michon affiche une moue indignée. C'est quand même pas croyable. Ils auraient pu embaucher une cuisinière plus légère. Et lui, c'est pas raconté. Et il est parti du Montanvert avec sa cuisinière comme ça de 90 kilos. C'est vrai. Il croise deux dames, il le regarde passer avec sa cuisinière. Puis il les entend parler derrière. Il dit il faut vraiment aimer le camping pour travailler ça. Je vais pas lire son histoire. Hein? Je sais pas. Voilà. Tu t'es éclaté quand même là. Moi j'aime bien les ronfleurs. Là. Ah, les ronfleurs, c'est sympa. C'est toi qui t'es fait plaisir. C'est pas toi les Mais j'ai ronfleurs? piqué les ronfleurs. T'as piqué? Alors, les ronfleurs, c'est bien. Ouais. Attends, faut que je le j'ai pas ouvert ça. Ça s'appelle C'est ça. l'âge du capitaine. Voilà. On doit à Jean-Paul Zuanon, directeur érudit et inspiré de la revue du Club alpin français, une classification à dormir debout, formule à prendre au sens propre, des stars des dortoirs de refuge. Il existe une cotation des difficultés en escalade, une échelle des risques d'avalanche, d'autres pour les risques industriels ou sismiques. Curieusement, personne n'a jamais rien conçu de semblable pour décrire un risque largement répandu en montagne, mais qui constitue un sujet souvent tabou, les ronfleurs. Toujours à l'avant-garde, le petit écho de l'Alpe mathéisme a mis au point, à titre expérimental, une échelle de cotation des ronflements. Cette échelle est basée sur 3 critères. L'intensité du phénomène, faible ou bruyant. Sa continuité, court ou long. Sa fréquence, une nuit de temps en temps ou toutes les nuits. Niveau 1. En montagne, le risque 0 n'existe pas. Individu le plus souvent silencieux, laisse échapper exceptionnellement quelques sans lendemain. Au pire, des chuintements de chasse d'eau fuyant très légèrement. Niveau 2. Individu peu actif, ces accès de ronflement sont rares et de courte durée. Ils dépendent généralement de conditions défavorables, exceptionnelles, rhume, fatigue. Ils alternent parfois avec des coinçages de bulles. Le plus souvent, un léger coup de coude suffit à ramener le ronfleur au silence. Niveau 3, le ronflement est bien formé. Les 2 temps d'inspiration et d'expiration, éventuellement remplacés par sont dissociés et parfaitement articulés. Le phénomène reste sporadique, une nuit de temps en temps, et discontinu. Caractère cependant tenace, seuls des coups, coudes, genoux, pieds bien placés ou des jets d'objets divers peuvent restaurer un semblant de calme. Niveau 4. Comme ci-dessous, mais en pire, la machine infernale se met en route toutes les nuits et il est très difficile de l'arrêter. Seules des méthodes de défense passive, boule qui est, sont envisageables. Niveau 5, individu très connu au sein de son club, parfois montré du doigt par ses congénères, la terreur des refuges ou des chambres d'hôtel mal insonorisées, insensible à toutes les voies de fait, ronfle toute la nuit de A à Z, et quelle que soit sa position, variation d'intensité et de tonalité parfois déconcertante, dont marquée pour l'imitation d'engins et d'outils divers, allant de la scie égoïne à la tractopelle, en passant par le vibromasseur et le moulin à café mécanique, pousse parfois la cruauté mentale jusqu'à s'arrêter quelques secondes pour repartir. Signe particulier commun au niveau 4 et 5, le sujet s'endort généralement avant tout le monde, mais il prétend avoir le sommeil difficile et ne pas avoir fermé l'œil de la nuit.
Il est à peine nécessaire d'insister sur l'intérêt de ce document. Il devrait être d'un précieux secours dans différentes circonstances. Dans la vie de tous les jours, il pourrait ramener un peu de sérénité dans les couples. Le traditionnel mais parfois acide « Mon chéri, tu as encore ronflé » du petit matin serait avantageusement remplacé par un laconique niveau 3. On pourrait également utiliser ce système dans les refuges au lieu d'avoir recours à des critères parfois discutables, comme lors du départ de couple sous la tête du client pour répartir les alpinistes entre les différents dortoirs. On disposerait d'une base plus objective. Chaque dortoir serait affecté à une classe donnée de ronfleurs. Et pour que les choses soient claires, on pourrait donner à chaque chambrée des noms évocateurs et poétiques. Allant de Zéphyr niveau 1 à Niagara niveau 5, en passant par Otage lointain niveau 3. Arrivant tard le soir et envoyé là où il reste de la place, un candidat dormeur serait ainsi ce qu'il attend. Voilà les refuges. En même temps, si vous avez des questions à poser à notre ami Dominique, profitez-en parce que... Quel auteur! Est-ce qu'il te reste quelques amis dans la vallée? Il sort quand le prochain? Il n'est pas encore fini. Bonne question. Je n'ai jamais dû poser ça. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est l'auteur Guérin par excellence. Hein, Marie-Christine, tu es d'accord avec moi? C'est celui qui a le plus... L'auteur fétiche. Fétiche, voilà. On définit. Ouais. On dirait pas comme ça, mais c'est un fétiche. C'est un fétiche. Mais j'étais très fier parce que j'avais le record de vente avec le port de la mer de glace à 30 000. Puis Marie-Christine a eu la mauvaise idée d'inviter dans l'écurie Jean-Christophe Ruffin, qui a écrit Immortel Randonnée, qu'elle a vendu 300 000. Oh, ça va pas. C'est la faute de Marie-Christine. Le sujet n'est pas le même. Non, Hors concours. le grand talent de conviction de Marie-Christine, c'est d'avoir convaincu de venir dans une petite maison d'édition des gens comme Jean-Christophe Ruffin, Sylvain Tesson, Yann Kefelec. Yann Kefelec, il a fallu l'enfermer ici dans les bureaux parce qu'il ne voulait pas finir son bouquin. Et dehors, il y avait Tesson et Ruffin, libéré Kefelec. Il était en pantoufles, hein, il ne le remet pas, c'est toute cette pièce, il était en pyjama en pantoufles. Il écrivait. Il était séquestré, on peut le dire. C'était séquestré. Ben, je vous remercie. Ben voilà, merci. Ça va être